Yes. Yes. Bien, bonjour et bienvenue dans ce jeudi d'Hebraïka. Et pour cette session, alors comme tout le temps, je vous demanderai, je peux je peux le faire, de couper votre son, mais je vais le faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus Oui, je vais le qu'à faire. rester derrière votre écran tranquillement. Et je le rétablirai, bien entendu, après l'intervention. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. On avait évoqué ce camp du Récébédou, ce camp qui est à portée sur Garonne, à 30 kilomètres de Toulouse, et ce camp qui va avoir une existence très brève, hein, puisque en septembre 42, il va fermer. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de ce microcosme, en quelque sorte, on a quelques éléments concernant la déportation et on a quelques éléments qui sont, je pense, assimilables à ce qui s'est produit, en tout cas pour la France, dans ce cadre-là et dans ce processus de destruction systématique des Juifs d'Europe. Alors, le camp du Récébédou, aussi, mon intervention, elle n'a d'intérêt que dans ce qu'elle apporte de nouveau. Et le nouveau, c'est surtout à partir des archives qui ont été collectées par l'actuel directeur du camp, Christophe Lefebvre. Et à partir de ces archives, donc, on va voir les archives, ce qu'elles nous disent. Elles ne nous disent pas tout, il n'y a pas l'objectif d'exhaustivité. Il y a surtout montré comment, à travers les textes, à la fois les courriers, à la fois de l'UGIF, à la fois de l'administration, de la préfecture, comment ils perçoivent, et c'est ça qui m'intéresse, parce que l'organisation elle-même, on la connaît, plus ou moins, mais comment ils perçoivent et comment ils rendent compte de cette réalité extraordinaire qui consiste à faire transporter des familles. Pour le camp du Récébédou, en plus, ce sont des femmes et des vieillards, des vieilles personnes malades. Donc, comment cette entreprise extraordinaire va être diffusée de manière totalement ordinaire. Et puis, l'autre centre d'intérêt, me semble-t-il, ou l'autre intérêt, c'est aussi du côté des organisations juives, en particulier l'UGIF et les organisations d'assistance, l'aveuglement de cette période-là. Alors, de quelle période il s'agit précisément? Euh, il s'agit de trois, voilà, euh, trois déportations. Il s'agit précisément, alors ça c'est le dossier, donc comme je vous parle d'archives, l'archive de la Haute-Garonne, donc du conseil départemental, on a le code, on peut les retrouver. Et il n'y a pas que cela, il y a des archives du mémorial de la Shoah, d'autres des archives nationales. Et on a trois convois qui sont partis du camp de Recebedou, celui du 8 août, celui du 10 août et celui du 24 août. Donc, on parle tout le temps des rafles du 26 août, des grandes rafles du 26 août et des convois qui partent pour Drancy. On voit que nous, ici, dans le sujet qui nous intéresse, on est déjà concernés avant le 26 août. Et ces trois dates vont nous aussi nous rappeler que la lettre de Saliège, dont il est évidemment question, dont il sera évidemment question, la lettre de Saliège a été lue le 23 août, donc après les deux premières déportations. Et là, c'est un peu l'ensemble de ce qui va être développé. Donc, prenons le premier convoi. Et ce premier convoi, eh bien, hop, je suis parti trop loin. Ce premier convoi, voilà, hop. Donc, en fait, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, tout se met en place. Le premier convoi du 8 août est déjà programmé
dès le début juillet. Donc pour cela, c'est pas dans les archives qu'on le voit, mais on le voit que dès le 29 juillet, là on est le 29 juillet, mais on le connaît les détails à travers l'ouvrage de Serge Klarsfeld, Vichy, Auschwitz, les détails aussi à travers l'ouvrage beaucoup plus récent, puisque de 2025, d'Alexandre Doulut, la déportation des Juifs de France, changement d'échelle. Et là, on retrouve tous ces détails, on retrouve toutes les négociations entre Heydrich, Bousquet, la rafle du Veldiv, la volonté de déporter à partir du sud et la mise en place, c'est ça qui est intéressant, c'est cette mise en place dans le sud de des déportations du 8 août. C'est-à-dire que là, à partir du 29 août, on voit, alors je peux même agrandir encore, hop, voilà, on voit qu'il faut déjà faire des listes, non, déjà, ce qui est important, supprimer les visites et renforcer les surveillances à partir du 1er août, des renforts en police et en gendarmerie. Puis, on va faire les listes. Les enfants de moins, les enfants de, non, exception. Euh, tout le monde doit partir sauf moins de 18 ans et sauf les parents des enfants. Donc, c'est essentiellement des célibataires qui vont partir, des personnes seules. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire que le convoi part jusqu'en Saône-et-Loire, c'est-à-dire jusqu'à la ligne de démarcation, et là, à la ligne de démarcation, le train va être pris en charge par un autre conducteur et la police qui va les accompagner va s'arrêter aussi à la ligne de démarcation et reviendra vers la gare de Portée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces consignes, donc je vous rappelle ces consignes qui viennent du préfet, euh, enfin du ministère de l'Intérieur au préfet, lequel préfet répercute au chef de camp, eh bien, on voit qu'ils peuvent apporter ce qu'ils veulent, les déportés, ils peuvent apporter ce qu'ils veulent. Et que, en plus, on sait déjà dès le 29 juillet que le convoi partira le 8 août au matin et que, on peut leur laisser prendre 5 jours de vivre. Donc, là, et en plus, on les laisse même avec des assiettes et des gobelets au carton. C'est possible encore. Donc, on voit que l'organisation, elle est vraiment très, très bien, enfin, elle est pensée. On n'est pas on n'est pas dans aucune improvisation. Ce n'est pas non plus les autorités allemandes, elles ne sont pas là et elles n'interviennent pas. On est uniquement dans une affaire franco-française. Et enfin, on voit que à Portée-sur-Garonne viendront des déportés depuis Vernay-sur-Ariège, le camp de Gurs. On verra le détail. Donc, ça, ça confirme ce que va être ce convoi du 8 août, c'est-à-dire un convoi qui va contenir aussi des personnes du RCBDou, mais ce qui n'y est pas dans les archives, mais qu'il est important d'ajouter, c'est que à partir du RCBDou, on a 150 juifs qui partiront du Bédou et 150 juifs autres, comme il disait, les Israélites, qui partent du camp de Noé, le camp voisin. Et le 3 août, ceux de Noé rejoignent le Bédou et ils sont enfermés dans une baraque spéciale et dans un îlot spécial. Et dans cet îlot, qui va être le seul qui est entouré de barbelés et le seul qui va être surveillé jour et nuit par des gardes mobiles. Donc, on a là un, des précautions qui sont prises de manière à ce que la déportation se déroule au mieux. Et puis, c'est-à-dire que les autorités françaises ont des comptes à rendre
à Heydrich en particulier, aux autorités allemandes, et il faut que ça se passe bien. Et les autorités allemandes à Heydrich a des comptes à rendre à Eichmann et à l'état-major euh, allemand. Donc chacun fait très très attention à ce qu'il n'y ait pas d'incident et à ce que tout se déroule comme il le faut. Donc, une fois que le convoi est formé, eh bien, c'est avec un grand satisfecit que le rapport va être donné. C'est-à-dire que, non, ça c'est après le 10 août, mais c'est la même chose. À chaque fois, on a... Non, c'est ça. C'est un rapport qui est fait le 11 août, après de la seconde déportation, mais qui rend compte de la première. Regardez, c'est assez glaçant, comme c'est écrit. Le convoi comprenant 338 Israélites étrangers ayant quitté la gare de Portet-Saint-Simon le 8 août 1942 à 15h13, précision du bon fonctionnaire, est arrivé en gare de Chalon-sur-Saône le 9 août 1942 à 7h55. Ce convoi, acheminé par la suite sur Drancy, a été pris en charge par le lieutenant Picard, commandant la section de gendarmerie de Châtillon-sur-Seine. Et puis, détail absolument sordide mais important, les brocs et les lanternes tempête remis à l'escorte au départ ont été déposés en gare de Tournus et pris en compte par le commissaire de police de cette ville. Donc, tout ce qui avait été donné, vous savez, là, le fameux seau qu'on laisse dans le wagon, alors qu'ils sont près de 80 dans un wagon, ce fameux seau qu'on va laisser, eh bien, va être récupéré. Là, on a encore des lanternes, mais les lanternes pour la gendarmerie, qui va être récupérée aussi. Et ce policier, ce gendarme, détachement de gendarmerie, replié à Toulouse, ce gendarme précise, aucun incident n'est à signaler. 6 juin, le reçu délivré par le lieutenant Picard. Donc, tout s'est très très bien passé. À noter que les déportés qui sont partis le 8 août depuis Toulouse vont arriver à Drancy et ils partiront dans le convoi numéro 18 pour Auschwitz le 12 août. Et je n'ai pas fait la recension, je n'ai pas vu si certains sont revenus, mais en tout cas, on sait très bien que le taux de mortalité était extrêmement important. Donc voilà, le convoi, ça s'est bien passé. Ça, c'est le premier convoi. Le deuxième, rien à signaler non plus. Euh, Celui du 10 août, il va se dérouler de la même manière, puisque celui du 10 août, il va même être, on va le voir, avec l'aide des... C'est assez fou aujourd'hui, rétrospectivement, mais comme le premier, ils ont improvisé quant au transport entre le Recébédou et la gare, bien le deuxième, ça a été beaucoup mieux organisé, et vous allez voir, c'est même assez terrible, la manière dont ça va être organisé, avec des camions qui vont être prêtés, avec un message, enfin, je termine sur mes convois. Et ensuite, on verra justement comment les organisations d'assistance ont assisté non pas à la survie des Juifs, mais à ce que les déportations se déroulent mieux et sans incident. C'est terrible. Donc là, cette archive, elle est intéressante, c'est pour le convoi du 24 août, et on voit très précisément comment ce convoi de Portet-sur-Garonne est composé, et comment, à ce moment-là, Rivesaltes ne devient pas encore le Drancy du sud de la France, mais non plus Recébédou, mais ça se répartit un peu, dans la mesure où ce troisième convoi, on est au troisième convoi, du 24 août, eh bien, est composé, comme vous pouvez le lire, majoritairement de personnes enfermées au Récébédou, donc conjonction de Noé et de Récébédou. Et puis, on a fait venir des petits groupes, tous des juifs étrangers. On a fait venir des petits groupes de Bram, d'Agde, Brioude, Oloron-Sainte-Marine, Penn, Caussade à côté de Montauban, qu'on appelle aussi
le camp de Sept-Fonds, qui était un camp de travail composé très majoritairement de juifs, à tel point que même dans la nomination habituelle, il était appelé le camp palestinien. Rivesaltes, 175 personnes. Le camp des Milles près de Marseille, ils sont venus ici pour repartir vers Drancy. Aurillac, Égletons aussi, c'est loin, Ruffieux et Clermont-Ferrand, 12 personnes. Et il serait fascinant de suivre les parcours notamment de ces 12 personnes venues de Clermont-Ferrand dans le sud et du sud vers Drancy. Là aussi, dans ce rapport du groupe mobile qui a accompagné ce convoi, on voit quelques éléments, notamment des internés qui ont été sortis des wagons pour être renvoyés dans leur camp. Ils ont réussi, en fait, on a les noms ici, Josephson Arnabel, Samuel Cast, Manfred Cast, et puis on a trois autres noms, trois du camp d'Émile, trois du camp de Gurs. En fait, ce sont les organisations de criblage qui, à partir des listes, trouvaient de manière légale les personnes qui ne devaient pas être déportées. Là, ceux-là ont été sauvés in extremis, puisqu'on les a sortis du wagon pour les renvoyer vers le camp d'Émile et le camp de Gurs. Là non plus, là je vous donne les infos telles que je les ai aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié sur le répertoire de Serge Klarsfeld, si ces six personnes-là avaient été déportées plus tard dans un autre convoi, ou si finalement, grâce à cela, elles ont pu trouver un autre chemin et avoir la vie sauve. Là, c'est la même chose. Le trajet de Recebedou à Chalon-sur-Saône, quoique pénible, s'effectua jusqu'à 15 kilomètres sans incident. Sauf que là, c'est une bonne nouvelle. On a un évadé. On est dans les premiers convois. On est encore avec un manque d'expérience, si on peut dire. On n'est pas dans les grandes rafles après le 26 août et les grandes déportations après le 26 août. Et comme il est écrit, le wagon était ouvert parce qu'il fait chaud. Et ils ont laissé un wagon ouvert et un des prisonniers a réussi à s'évader, Zug Wilhelm, d'origine autrichienne. Et il a réussi à s'évader, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc finalement, le bilan, 1193 au départ, six internés qui sont repartis, trois à Gurs, trois au camp d'Émile, et un évadé, moins 7. Vous voyez, il est très bon en calcul, donc 1186. Ce qui me glace, je fais un peu d'ironie, j'en suis désolé, mais ce qui me glace, c'est la manière dont on va finalement rendre compte de la déportation d'hommes, de femmes, d'humains, euh, comme si on avait tout simplement transporté des troncs, des arbres, ou du matériel, quoi. C'est du matériel. C'est tout ça, c'est tout. Et le convoi du 24 août, donc, hop, c'est trop tôt. Le convoi du 24 août, on a, là encore, euh, un satisfecit par le préfet de la Haute-Garonne, qui est très content et qui raconte que j'ai l'honneur, ah, ça commence toujours comme ça, j'ai l'honneur de vous rendre compte que le troisième convoi des bergers, ça aussi c'est très intéressant, les euphémismes utilisés par le régime de Vichy et par l'administration, sans incident, voilà, tout le monde est heureux, sans incident, et puis on a la liste qu'on va voir, et quelques détails, quelques modifications étaient apportées, bon. Donc, les intransportables ayant été remplacés numériquement. Donc voilà, quelques petits détails, mais globalement, le préfet Chesneau-Doleritz
est très satisfait de la manière dont les trois convois sont partis. Et on va voir maintenant, ça c'était vraiment la démarche administrative. Et cette démarche administrative est accompagnée effectivement des listes, des fameuses listes. Je n'ai pas pris toute la liste, je vous en donne deux exemples. C'est la liste du convoi du 24 août. Et en fait, ce qui, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, évidemment, mais là, je m'arrêterai sur quelques éléments. Notamment, on l'a dit, ce sont des juifs étrangers. Donc là, en l'occurrence, dans ces deux premières listes, nous n'avons que des Allemands. Ces Allemands qui étaient venus d'ailleurs souvent dès 1939, avant même que Pétain rencontre Hitler, il venait du bas de Palatinat. Et puis, on voit bien que ce sont les numéros. C'est-à-dire on dit toujours que la déshumanisation se fait dans les centres de mise à mort par les numéros tatoués, mais là aussi, nous avons des numéros administratifs et notamment chacun est désigné par un numéro, même s'il a aussi un nom, un prénom et une profession et puis un état civil. Donc on a ces fameuses listes. On reverra, gardez en mémoire ces listes parce qu'on va retrouver d'autres listes après la fermeture du camp du Récébédou. Et vous allez voir, euh, c'est à peu près les mêmes, mais ceux-là ne sont plus sur la liste. Et puis, ah mince, il n'y avait pas pensé avant. Le camp du RCB-12, je vous le rappelle, c'est un camp hôpital. Et dans ce camp hôpital, comme celui de Noé, qui était une vitrine, qu'ils ont essayé, hein, c'est ce que j'ai montré dans ma première intervention, il y avait un centre de radiologie, il y avait un ophtalmo, il y avait un dentiste, ils essayaient de soigner la tuberculose. Donc, oui, ils ont essayé, et puis ils n'avaient pas du tout assez de moyens. Mais ils ont essayé. Donc, mais il n'y avait pas non plus assez de médecins. Or, après les déportations, de quoi se rendent-ils compte? Ils se rendent compte que, toujours j'ai l'honneur de, le nombre des internés se trouve maintenant, nanana. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est juste simplement le compte-rendu du chef, du préfet, toujours aux autorités françaises. L'état d'esprit demeure bon, on n'a pas bon. Là, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, je passe à un autre document. Bah, je ne sais plus, il viendra peut-être après, ou alors c'est celui-là. Bref, il y a un document dans lequel il cherche à recruter des médecins. Parce que ah oui, c'est ça. C'est ça qui est terrible dans celui-là. Celui-là, c'est pas les médecins. Donc, il y a un document où ils cherchent à recruter des médecins parce que, oui, ces médecins juifs qui étaient internés pouvaient aider dans le camp. Maintenant qu'ils sont déportés, ben, ils ne sont plus là et il manque de médecins. Non, celui-là, ce qui m'a arrêté, c'est cette dernière phrase horrible. Le chiffre de décès est en régression au camp de Recebedou grâce au fonctionnement des installations tendant une meilleure hygiène du camp et aux suralimentations distribuées par les organismes de secours. En fait, comme ils ont déjà moins de monde que les personnes aussi malades ont été déportées, donc évidemment, il y a un chiffre de décès qui est moins. Ils ne prennent pas en compte le nombre de déportations puisqu'ils ne sont pas officiellement morts. Et on est là dans une... Alors Kafka, même Kafka n'aurait pas imaginé ça. On est là dans une absurdité administrative qui fait que, oui, tout se passe mieux, et puis on a plus à manger, évidemment, puisque ce qu'ils appellent, regardez comment ils appellent cela, ils appellent ça des prélèvements. Après les prélèvements, donc les déportations, on a enlevé des personnes, on les a prélevées. C'est assez... Enfin, oui. Mais est-ce que c'est seulement l'administration qui est ainsi? Malheureusement, non. On a
on a aussi le fameux UGIF. Le fameux UGIF, donc vous savez tous ce que c'est, cette organisation qui devait faire, organisation juive créée par Vichy, qui fait l'interface entre les autorités de Vichy et les organisations juives. Seul l'UGIF est autorisé et seul les organisations qui s'associent à l'UGIF sont autorisées et les EI avaient la bonne idée de rester, enfin rétrospectivement, de rester raccrochés à l'UGIF, ce qui a permis de pouvoir à la fois toucher de l'argent de Vichy, de créer les maisons et de continuer leur œuvre de sauvetage des enfants. Là, que nous dit l'UGIF? Opa, on va le voir. Voilà. Que nous dit l'UGIF? Elle va nous dire quelque chose, mais voilà. Eh bien, elle nous parle des... Voilà. Alors là, on a le lendemain. Donc ça, c'est en date du 7 août, c'est-à-dire que c'est avant, je vous rappelle, dès fin juillet, on sait que les déportations auront lieu le 8 août, la première déportation. Tout le monde est au courant, y compris l'UGIF. Donc, on va préparer les déportations. C'est ça qui est fou. C'est ce qu'on va les préparer. Et on va, donc, en ce qui concerne notre sujet, bon, Ressé Bédou est devenu Ressé Boudot, donc le gars de l'UGIF, il n'a pas très bien compris où il est, mais tant pis, c'est pas grave. Noé, au moins, il a compris, puisque ça lui a rappelé quelque chose dans la Bible. Mais, donc, on a ici la liste de ceux qui vont partir. Les règles. Donc ça, c'est hyper important parce que grâce à ces règles-là, eh bien, si jamais une personne qui a un enfant français est sur la liste de départ, elle pourra en sortir. Si jamais une personne a une femme, a son mari qui est notamment travailleur étranger dans les camps de travailleurs, eh bien, elle ne partira pas, elle sortira de la liste. Donc ça, c'est très important. Capel, le rabbin Capel, l'aumônier pour le Sud, René Capel, qui s'écrit normalement avec un seul P, mais n'a pas pu les voir. Et on leur met de l'argent. On leur remet de l'argent. Alors cet argent, là aussi, on est peu avant la déportation, et vous allez voir que les- cet argent, il va être distribué aux déportés. On n'avait aucunement connaissance de la destination. Et donc, les autorités allemandes demandent du camp de Gurs 1620 personnes, du camp de Res, il a compris un peu que Res et Bédou, il s'est trompé, et ainsi de suite. Et le chiffre du Vernet n'est pas connu. L'UGIF va remettre aussi de l'argent pour les organisations d'assistance. La Croix-Rouge, oui, maintenant on le sait, mais il ne le savait pas. La Croix-Rouge qui prend 30 000 € et ainsi de suite dans les différents camps. Cet argent a pour but à la fois de subvenir, enfin, pas de subvenir, d'éviter que que ces internés ne meurent de faim, première chose. Et ensuite, vous allez voir, cet argent va aussi être distribué. Là, sur ces listes, on a aussi le rabbin Capel qui va essayer de garder quelques noms. Là, j'ai gardé une lettre du 20 août, donc avant la déportation du 24 août, le troisième convoi. Il serait souhaitable que M. Goldberg, Isidore, ainsi que sa femme, fussent autorisés à continuer ce service pour le plus grand bien de tous. Euh, je ne sais pas s'ils sont sur les listes, je vérifierai pour une prochaine fois. Mais en tout cas, à chaque fois, on a euh, des, des tentatives. Toujours dans le monde est fou, le monde est complètement fou. On a une Quakers qui est écrit à Capelle. Donc, on est, attendez, que je retrouve, bon, on est, je retrouve la date, 20, 25 août, au lendemain de la troisième convoi. Cette Quakers, qui fait partie du comité de Nîmes, on en parlera,
écrit à Capelle parce que Capelle, monsieur le rabbin, n'a pas dit qu'elle était sur les quais au moment où le convoi est parti. Et elle est mal par rapport à l'autorité de tutelle, le comité de Nîmes, et donc elle dit, j'espère que vous allez rétablir la vérité, j'y étais, et ensuite elle continue, et je serai toujours très heureux. Pourquoi heureux? Je savais que c'était une femme. Oui, c'est parce que il écrit par rapport à une femme qui dit qu'elle y était, que Capel pas dit qu'elle y était, donc est-ce qu'elle y était? Ils veulent vérifier. Mais on est dans l'accessoire, on est dans le n'importe quoi. On a des centaines de personnes qui sont déportées. On a des scènes d'une très grande violence à tel point que, on le sait, les témoignages vont amener à la lettre de Saliège. Mais il fallait savoir si cette femme était sur les quais et si elle a fait son travail. Son travail de quoi? Eh ben, son travail pour voir les gens partir. C'est terrible. Voilà les médecins. Je vous ai parlé des médecins. Ils sont là. Ils sont là. Renforcement du personnel médical des camps. Mon attention vient d'être appelée. Donc nous sommes le 30 octobre 42, 2 mois après la dernière rafle. Un mois après la dernière déportation. Euh, Qu'à la suite du départ en zone occupée, vous voyez encore un très bel euphémisme, départ en zone occupée, donc à Drancy, et là, le 24 août, je vais dire le 30 octobre, la majorité d'entre eux est déjà partie à Auschwitz. Départ en zone occupée. D'un certain nombre de médecins israélites, qui collaborent au service sanitaire, ces services ne sont plus en mesure de remplir convenablement la mission qui leur incombe, etc. Il faut faire une enquête et recruter de nouveaux patriciens, de nouveaux médecins. Voilà, on est dans une période, on l'a vu avec Alexandre Doulut au moment des arrestations, tantôt on arrête les arrestations à 50 ans, après on élargit à 60 ans, mais finalement on va pas prendre les femmes, puis on prend les femmes. On est on a l'impression que la machine à déporter, la machine génocidaire, était parfaitement bien huilée et fonctionnait très bien comme une très belle automobile allemande. Eh bien non, tout se fait en improvisation et enfin, plus ou moins, en tout cas se fait avec des réglages successifs, comme ici, ben, finalement, peut-être qu'ils auraient pu garder les médecins au lieu de les déporter. Et puis, et puis de la même manière, même l'archevêché, on a un compte-rendu qui est très factuel. Jamais de pathos. Jamais. On n'a pas. Pourtant, c'est l'archevêché. C'est Capelle. Capelle qui est euh, le plus tragique et pathétique dans ces textes, René Capelle. Mais il les écrit après, et c'est vrai que lui aussi, dans ses comptes rendus, il est très factuel. Euh, mais malgré tout, par exemple, je vous l'ai dit, dès le 5 août, ils sont enfermés pour être déportés le 1er août et le 5 août, ils sont enfermés dans un îlot spécial pour être déportés le 8 août. Donc, à l'archevêché, c'est un texte anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit. Est-ce que c'est Thérèse Doty ou pas? On ne sait pas, c'est pas signé. Mais il est incontestable que la mesure d'isolement des partants a été prise trop tôt. Le moral de ces personnes a subi les conséquences. Bon. Ensuite, on voit justement comment on les a aidés dans dans le train. Dans le train. On les a aidés en leur donnant des colis, ce fameux colis suisse. L'administration de Vichy revient très souvent. Qu'est-ce que ce colis suisse? Parce qu'après, ils en parlent comme cela, sans dire ce qui est dedans. Donc, on a des biscuits, des sardines, des raisins secs, des pêches, des amandes, des oignons, des olives. Bon, on va aider, c'est ça on va les aider à voyager. On va leur donner de quoi faire le voyage vers la zone non occupée. Et voilà. Et là, la commission des camps, c'est-à-dire c'est la structure de l'UGIF
qui s'occupe de l'assistance dans les camps, donc c'est une structure juive, en collaboration avec l'aumônier Capel, toujours mal écrit, m'ont remis 25 000 € qui ont été distribués sous forme de secours par somme de 100 et 50 euros. Chaque déporté est parti avec un peu d'argent dans les poches. Probablement qu'à Drancy, cela a été utile, mais on sait bien qu'encore une fois, c'est dérisoire, et ainsi de suite. Donc ça, on a, pour chacun, d'ailleurs, ça a été la même chose au camp de Gurs, pour les déportations de Gurs. L'archevêché, on va voir, là on est dans les déportations, on a les déportations. Le camp de Noé va amener une partie des juifs étrangers au Récébédou, mais le Récébédou va aussi, à partir de septembre 42, fermer. Et justement, on va déplacer tout ce qui est dans le camp du Récébédou à Noé. Les personnes vont aller à Noé. Et puis le camp lui-même, on va le voir, le camp lui-même va être restitué à la poudrerie et va continuer, mais plus du tout comme un camp d'internement en septembre 42. Et c'est là que ça m'intéresse, c'est cette liste. On a la liste des internés qui vont partir du camp de Recebedou jusqu'au camp de Noé. Et regardez, évidemment, tous les noms qui ont été raturés sont soit des Allemands, soit des Polonais, Paul Zloto, sont tous juifs, probablement, en tout cas c'est très fort probable, Heinrich, allemand. Et qu'est-ce qui va aller au camp de Noé? Eh bien, ce ne sont pas des Polonais, ce sont essentiellement des Espagnols et des déportés politiques. Notamment, on a un Pierre Suberin qui serait russe, mais c'est le seul, hein. Tous les autres, dès qu'ils ne sont pas espagnols dans cette liste, sont raturés parce que ils ont fait partie des convois précédents, des convois du 8, du 10 et du 24 août. Le, ce, ce camp va être vidé, et puis, vous le savez, conséquence en particulier euh, des déportations du 8 au 10 août, la fameuse lettre de Saliège. J'en parle, mais ce n'est pas la peine d'en parler longtemps, on en a suffisamment parlé, et et je vous rappelle, finalement, le colloque qui a eu lieu à l'Institut catholique, dont il est sorti un livre aux éditions du Cerf, les, les héros de la résistance catholique, qui contient vraiment des interventions très, très intéressantes. D'ailleurs, c'est un livre qui, aujourd'hui, est parti très vite. Il est quasiment épuisé. J'espère qu'il y aura un deuxième tirage. Donc, la lettre, vous la connaissez, on ne va pas la lire même si elle mérite à elle seule beaucoup d'éléments. Sur cette lettre aussi, je voudrais y rester un peu encore parce que elle a eu des conséquences. Mais vous le savez, mais je le rappelle quand même, les conséquences, c'est l'arrêt des grandes rafles et des grandes déportations. Les conséquences, c'est la pause dans les déportations depuis en France, dans l'intégralité du territoire français, la pause de ces déportations. Pendant 3 mois en France, presque 5 mois, 5 à 6 mois dans le sud de la France. Donc vraiment, ça a eu des conséquences. Cette lettre du 23 août, comme le disait Pierre Laborie, 23 lignes prononcées le 23 août, et cette lettre, donc, qui va être traduite, qui va paraître et traduite aux États-Unis, en Angleterre, et puis qui va être aussi en Suisse, euh, partout, et donc qui va ensuite ouvrir la voie à d'autres voies, et notamment les autres archevêques, que ce soit
Théas à Montauban, jusqu'à Gerlier, le plus important, le primat des Gaules, euh, dans, à Lyon. Et après cette lettre, alors là, j'adore la dépêche. La dépêche, pour une fois, elle ne fait pas dans la surenchère. Donc, après ces déportations, il restait en fait au Recebedou 835 étrangers, 324 Espagnols et 425 Juifs. Et le ministère de l'Intérieur va fermer ce camp. Et les derniers internés, on l'a vu, vont partir à Noé et à Nexon en Haute-Vienne. Alors, pourquoi il va fermer? Parce que finalement, il fait un double emploi avec celui de Noé. Il est trop proche, il est encore plus proche de Toulouse que celui de Noé. L'émotion suscitée par les déportations sur la population euh, locale a fait que ça a fait de l'ébullition, sans parler évidemment de enfin, il faut rajouter la lettre de Saliège. Donc, ce camp va s'arrêter en septembre. En novembre 42, il y a un régiment de la Wehrmacht qui va enfin, qui va y stationner, mais juste une nuit. Ensuite, on va, on va en faire, va revenir au, à la poudrerie et ça va redevenir une cité ouvrière. euh, et puis, jusqu'au moment où, en 45, ça redevient carrément une cité HLM. Et aujourd'hui, c'est une cité pavillonnaire. Donc, le camp de Recebedou est supprimé. Évidemment, on ne parle de rien d'autre, hein. Le camp de Recebedou ayant été supprimé par décision ministérielle, toute la correspondance précédemment destinée au directeur ou au gestionnaire de ce camp devra être dorénavant adressée à la préfecture, deuxième division, service des camps, factuel. Les quelques mille personnes déportées depuis, eh bien, on n'en parle pas, ce n'est pas la peine. Et pour conclure, je voudrais vous lire justement quelqu'un qui s'est bien énervé à ce sujet. C'est une femme fabuleuse. Elle s'appelle Nina Gorfinkel. Pendant les années 20, elle est à Paris. Elle travaille avec Marc Jarblum à la fédération à la fédération euh, qui s'occupe de l'arrivée des Ashkénazes. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, elle va travailler aussi avec Albert Cohen, l'auteur de Belle du Seigneur. Elle ne supporte pas Albert Cohen. Elle le trouve imbu de sa personne et finalement, elle n'aime pas du tout ce qu'il écrit. Et pendant les 40-42, les 2 premières années, elle va participer au comité de Nîmes. Donc, je vous rappelle, le comité de Nîmes, c'est la, c'est un comité composé d'une trentaine d'organisations juives et non juives qui se réunissent à Nîmes parce que c'était un carrefour de train, j'arrive pas à retrouver le mot, ferroviaire, un carrefour ferroviaire entre Lyon, Rivesaltes et Gurs. Et donc, ils pouvaient, tout en œuvrant le reste du temps dans ces 3 camps essentiellement, venir à Nîmes se réunir. Et à Nîmes, à partir de cette, euh, quelque sorte, de cette organisation fédératrice, eh bien, ils dispensaient l'aide dans les camps et ils regardaient comment aider au mieux et répartir au mieux les aides à la fois humaines et financières. Et en 1900, dans les années 50, quoi, très tôt après la guerre, 1953, Nina Gorfinkel écrit ses mémoires et après la fermeture du camp du comité de Nîmes, elle va continuer à travailler avec le pasteur, oui, le pasteur Bogner et ils vont créer des maisons pour accueillir des essentiellement des juifs, pour les protéger. Et elle écrit, on est à la suite de ces déportations, justement,
du 8, du 10, du 24 août, et plus encore après le 26 août. Personne, personne dans cette assistance polie de gens bien intentionnés qui eut le courage de secouer l'effet des sédatifs des termes abstraits, qui tapa du poing sur la table, qui cria à pleine voix, comme on crie sur la grande route, assailli par des brigands, ce n'est pas à exister dans les camps qu'il faut aider, c'est l'existence des camps qu'il faut combattre. Nom de Dieu. Hélas, ces gens éminemment respectables étaient trop bien élevés, et c'est ainsi qu'ils arrivaient à jouer le jeu de Vichy. On devait le comprendre plus tard, lorsque fut révélée au monde la diabolique machine de l'enfer organisée des camps allemands, car, toute proportion gardée, les tortures en moins, il s'agissait d'une seule et même chose: normaliser un cauchemar, une hallucination, leur conférer une allure raisonnable à partir d'un point de folie. Ce texte est assez fabuleux. C'est une grande dame, Nina Gorfinkel, et elle a écrit comme ça 2 volumes où elle est absolument euh, tragique de lucidité. Je vous remercie et j'aimerais à présent passer à un dialogue avec vous si vous le voulez bien. Alors, je vous remets les micros. Ben, est-ce que c'est moi? Non, c'est vous. C'est à vous de le réactiver quand vous voulez. Voilà, on peut réactiver nos Vu micros. le nombre qu'on est, j'ai moins de scrupules à parler le premier. Non, vas-y, vas-y, avec plaisir. D'abord, je te remercie parce que tu fais depuis un bout de temps un travail non seulement nécessaire, mais méticuleux et que tu es particulièrement attentif au caractère déshumanisé de Oui, toutes c'est ces ça. machines. Ouais. Et, on imagine que parce qu'on est dedans, donc ça a été une tragédie sans nom pour les Juifs, mais on sait que c'est le cas pour des tas d'autres populations. Euh, à titre anecdotique, mais tu dois le savoir, euh, les comment ça? Euh, les Juifs qui vivaient au nord-est de la Pologne. Mhm. Et ils donc étaient qui étaient, j'ai oublié le nom, mais c'était ceux contre lesquels Maïmonide s'était battu Ah oui? parce qu'ils ne reconnaissent pas le Talmud. Le nom me reviendra. Donc, il y a une synagogue à Kaunas, il y en Ouais. a encore, il y en a encore quelques-uns en Lituanie. Euh, Rosenberg, l'idéologue et, comment dirais-je, autodidacte, qui fournissait la nomenclature allemande Ouais. en information sur les Juifs, euh, a été saisi du fait que ces gens-là n'étaient pas juifs, parce qu'ils avaient choisi de ne pas retenir le Talmud, et D'accord. parce que la synagogue s'appelait synagoga, ils avaient les mêmes prières, mais pour des tas de raisons, ils estimaient qu'ils n'étaient pas juifs et ils ont écrit à Rosenberg. Ouais. Rosenberg, donc administration, Rosenberg a fait un travail d'étude parce que, comme les autodidactes, c'était un abruti, je dis, il avait du mal à trouver des sources et des trucs comme ça. Et il a écrit à Himmler, avec copie à Hitler, pour dire il ne faut pas les déporter, ils ne sont pas juifs et ils n'ont pas été déportés. Ah ouais. Donc l'administration, Mhm. euh, elle a une logique folle, je te remercie d'avoir appuyé là-dessus, Ouais. mais qui n'est pas tout le temps, enfin des fois il y a des anecdotes Ouais. voilà, pas Mais, négatives. mais ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est ça qui m'a, qui m'a frappé, c'est comment on est en août 42. Comment on est, non, oui, c'est ça, dans une ignorance totale. Alors, dans un des documents, je ne l'ai pas relevé,
et beaucoup de choses, c'était le document de l'archevêché. Au moment du troisième convoi, le 24 août, comme ils s'en sont mieux organisés, donc je l'ai dit, ils ont mis des véhicules pour les plus fatigués, au lieu d'aller du camp du Récébédou à la gare de Portée à pied, les Quakers ont mis des véhicules à leur disposition pour aller en voiture, en camion. Et il y a même un discours de remerciement de représentants des Juifs des camps pour remercier de tout ce qui a été fait pour eux. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour eux, mais c'est là que Nina Gorfinkel est l'une des rares à pousser ce cri dans les années 50. Oui, mais il fallait surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de camp et pas accompagner. Et ça, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, quand on a un management, par exemple, qui est particulièrement dur dans une entreprise, on va proposer des cours de sophrologie. Non, c'est le management qu'il faut changer. C'est pas la sophrologie qu'il faut apporter. En fait, j'ai ça très concrètement dans mon environnement professionnel. Où pourtant, on est très tranquille. Ouais, dans toute proportion gardée, comme elle dit, évidemment. Oui, bien sûr. Mais on a du mal à ruer dans le brancard et à changer, à vouloir changer les choses. On essaie de faire au mieux, toujours. C'est un Parce très... que aussi, ils n'ont pas la grille de lecture. Non, Tu dois être lucide là-dessus parce qu'on est en train de traverser depuis quelques années une période épouvantable. Moi, ouais, j'habite en race campagne. Le nombre de gens pour qui tout ça est une énigme, mais absolue. Il y a une réplique dans la pièce de Jean-Claude Grimbert, L'Atelier. Il y a une des femmes qui court, donc elle travaille dans cet ah atelier, oui, elle n'est pas juive. ouais. Et à un moment, on est dans les années 50, elle, elle prend son courage à deux mains et elle dit à la patronne, évidemment, qui est totalement juive, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous et les Allemands? Vous êtes quand même un peu pareil, vous vous aimez beaucoup, tu vois? Et en fait, cet égarement-là, il était générique. Puis la Euh, fameuse phrase, nous aussi, on a beaucoup souffert. oui, Mm. ça c'est autre chose. Parce que comme ils savent rien sur la souffrance des Juifs, ils essaient de placer la leur. Mais comme ils ne voient pas, moi je vois dans tout le cycle que je fais actuellement sur l'antisémitisme, mais c'est une énigme totale. Ça m'épuise parce Ouais, qu'ils ne voient pas pourquoi, après 7 conférences, ils ne ouais, voient pas pourquoi on course les Juifs. ouais, Ça, c'est un, et donc, puisqu'ils ne le voient pas, ils ne pensent pas qu'ils vont être déportés. La logique des Allemands, elle n'est pas facile à attraper. C'est les administratifs et il y a une bande de malades mentaux qui ouais, dirigent tout ce truc. J'ai retrouvé le groupe crypto-juif qui a ouais. échappé à la déportation grâce au théoricien nazi Rosenberg. C'est les Karaïtes. Ah oui, d'accord. Les Ah oui. Karaïtes n'ont pas été déportés parce que ce gars a fait une étude, ça a pris du temps, et voilà. Et donc, les Karaïtes ont échappé à la déportation. Bon, ils n'ont pas échappé au massacre que les Lituaniens ont opéré contre eux, mais ça, c'est autre chose, évidemment. C'est une autre galère. Un truc aussi qui me paraît effrayant, évidemment, dans ce que tu racontes, c'est l'état de solitude dans lequel se trouvent les Juifs. Parce que c'est une solitude, non pas que personne ne comprend leur malheur, mais comme eux-mêmes ne le comprennent pas, ils sont une énigme pour eux-mêmes, une énigme. Et là, euh, ce serait une discussion que je ne vais pas avoir ni avec toi, ni avec personne, et pas à cette heure-ci, mais c'est des Juifs qui ont perdu toute compréhension de ce que c'est qu'être juif. Ne serait-ce même que ce qui est décrit dans le bouquin de Schwarzbart, Le Dernier des Justes, une longue histoire de persécution. C'est des juifs des Lumières, pas des Lumières, c'est pas qu'ils soient Oui, c'est illus. ça. Non, non, mais c'est des Mais, juifs allemands. Pour la ouais, plupart, c'est des juifs allemands, donc effectivement, avec Assimilé, un oui. réseau culturel. ils euh, sont communistes pour certains. Toute l'histoire juive, ils voient même pas de quoi il est question. Et donc, ils ne voient pas que ça revient. Tu ouais. vois, c'est terrible. C'est terrible parce que il y en a de moins en moins. Mais moi, je bute encore sur des gens qui disent, mais non, par exemple, LFI n'est pas antisémite, c'est le Front National face au Rassemblement National qui est antisémite et tout. Mais parce qu'ils n'ont aucune grille de lecture, aucune.
Non, Et non, aujourd'hui, les 5 juifs qu'il y a à Albi, si la gendarmerie vient les chercher, ben, ils y vont, parce qu'ils ne voient pas où est le problème. Et je trouve effrayant, mais bien que tu aies fait ce boulot, enfin que tu continues à le faire, parce que c'est quelque oui, chose qui, moi, personnellement, me ramène à mon passé gauchiste, où il était dit une phrase de Mao Tse-tung que j'ai toujours trouvée très utile, compter sur ses propres forces. ouais. C'est-à-dire penser qu'on n'a pas d'alliés. Et pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que nous-mêmes, on ne comprend rien. Enfin, je me mets dedans. Mais les Juifs ne comprennent rien. Va leur expliquer qu'on est en danger. Voilà. Et ils ne voient même pas pourquoi et tout. Mhm. Non, c'est ça. Et là, effectivement, alors, on a quand même, là, les documents officiels montrent cette neutralité, glaçante, mais on a quand même des organisations qui vont essayer de sauver et qui vont essayer de sortir les Juifs de là-dedans, quoi. Mais très majoritairement, on est, comment dire? C'est même pas qu'il y a une confiance. Ouais, il y a un aveuglement total. Parce que le problème, c'est qu'ils meurent dans ces camps. Donc, on va pas chercher. Enfin, après, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire d'essayer de lutter contre un gouvernement de Vichy, contre une armée occupante, et dire il faut fermer les camps. Mais je Dans sais pas. ces cas-là, ils ne luttaient pas, tu le dis très bien, parce que leur propre destin est illisible. C'est-à-dire, Ouais. on leur raconter que c'est la 40e, c'est le bouquin de Schwarzbart qui est ahurissant, mais qui même lui a été totalement incompris. Le dernier des justes, tu sais ce qui lui est arrivé? Il a été interviewé à la télévision par un prêtre. C'est-à-dire ils ont mis ça sur le dos de la passion. C'est Ah comme oui. une passion christique. Et tu vois, et Schwarzbart, je l'ai rencontré, donc on en a parlé, mais ça l'a mis minable. Il a quitté la France. Il a dit, si je dois raconter 10 siècles de massacre des Juifs pour qu'on mette ça sur le compte, euh, comment dirais-je, d'une passion chrétienne, Oui. euh, Finalement bénéfique. oui, c'est pour rien. Ouais. Et voilà. Ouais. Ouais. Une autre info qui rentre dans ta conférence, tu sais que nous, à Gaillac, on est spécialisé dans le camp de Brens. Oui. C'est c'est notre maison mère. Et Ouais. donc, dans le camp de Brens, on s'est battu pendant 10 ans, 15 ans, peu importe, avec Fijalkov et tout, pour que la plaque qu'il y a sur le chemin qui mène à la gare, puisque les 360 femmes juives ont été déportées, pour qu'il soit écrit qu'elles étaient juives et que c'est pour ça qu'elles ont été déportées. Pas parce qu'elles étaient yougoslaves, polonaises, c'est ce qu'il y avait écrit, évidemment. Et il y a 2 ans seulement, donc imagine les années qu'on a passées, la mairesse est pas mal, a fini par céder, parce que c'était elle qui ne voulait pas céder, et puis son conseil municipal, ils ont fait 2 plaques, pas une, deux, à savoir une plaque disant que c'est des Polonaises, des Serbes, et une autre, le régime de Vichy les a déportées en tant que juives. Bon. Et oui, mais qui est-ce qui a fait le boulot? C'est 4 pingouins, c'est Ouais, ouais. Ouais. les juifs de Gaillac. Pour eux, ils ne voyaient pas pourquoi on voulait mettre ça. Ouais. Et même, je termine, il y a un olivier pour commémorer les justes à Mhm. Gaillac. Là, c'est quand même un lieu où souffle l'esprit, cet endroit. Il y a plusieurs trucs. Et cet olivier, il est introuvable. Il est planqué dans un endroit, Non. même si tu as le nez dessus, tu ne vois pas où il est. Ouais. Eh ben, il y a une plaque. Et il est dit que la population a été qualifiée de juste pour avoir sauvé des gens pendant la guerre. Les gens. Oui, des gens. Et le gars qui s'est battu pour ça, Klaus Lender, qui a un de ses enfants qui travaille maintenant à N24 News en Israël, euh, quand je le lui ai dit, puisqu'à Gaillac, on est quoi? On était 3 juifs, 4 juifs, tu sais, on se Ouais. plaignait. Je lui ai dit, mais tu n'as pas pu obtenir qu'il y a marqué, c'est des justes, ils ont sauvé des juifs. Ouais, oui, c'est. C'est trop tôt. Et il est Wow. mort. Ouais. Non, non, mais oui, oui, bah, le trop tôt est important. C'est à partir de Ah, mais c'était 2006. il y a 10 ans, c'est pas il y a 50 Ah ans. ouais, d'accord, c'était qu'il y a 10 ans. Mm. Ah ouais. Non, la mairesse de mon bled, de Gaillac, à chaque fois, je lui ai dit, mais pourquoi on ne met pas que, au moins, je dis, c'est un premier temps.
d'abord, on sauve des juifs et puis après, on parlera des déportés juifs. Mais au moins que les juifs ont été sauvés, tu vois. Il y a des gens importants, il y a euh, la script de Truffaut, Mhm. il y a le patron de Euro Fuchs, d'Euro RCG. Enfin, ils ont été cachés pendant la guerre. Et donc, j'ai dit, mais c'est tout à la gloire de Gaillac. Ah, non, faut pas réveiller ces choses-là. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Là aussi, il y a jamais. Enfin, on a le mot israélite hein, quand même dans les documents officiels, mais pas trop. Mais pas trop. On a des prélèvements, on a des. Ouais. C'est. Il y a un compte rendu. À chaque fois, je rebondis parce que ça me rappelle. Il y a quelques jours, à la fac d'Albi, à Champollion, il y a eu un rendu des comptes d'un groupe d'élèves. C'est le fils Fijalkov Ouais. qui travaille avec eux depuis 10 ans. Et là, il revenait de Lettonie. Ils ont fait un très, très beau boulot. Et la salle était archibondée avec des jeunes. C'était leurs copains d'études, toi. Et l'année dernière, et donc elle a récidivé cette année, il y a eu le mot de la présidente de la fac. Elle a réussi à pas prononcer ni le mot israélite ni le mot juif. Ah ouais. Mm. Et c'était pas un lapsus, puisque Non, l'année non. dernière déjà, et donc j'avais demandé à Fijalkov, j'ai dit, mais on va la voir et on va lui dire. Il dit, il ne faut pas le bordel. Et donc voilà, elle est contente. Ils se battent contre le racisme. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça, de manière Et universelle. ils n'ont pas parlé du racisme et de LFI. Ils n'ont parlé que du Rassemblement national, les profs. Ouais. Oui, oui, c'est. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça, même en allant chercher en 42 le camp de Recébédou, la manière dont on voit qu'il y a un fonctionnement paradigmatique qui reste là et c'est ainsi. Bon, en tout cas, merci. Daniel, on te salue aussi. Merci à toi. Et le prochain rendez-vous, comme on le fait à chaque fois, c'est Du coup, c'est le 10 avril. C'est ici le 10 avril, à moins avril. qu'il y ait autre chose entre-temps, mais Et c'est une info, même vous êtes que deux à l'écouter, mais je vous la donne. J'ai bougé du 3 au 10 Ouais, parce que l'université pour tous, à ma très grande stupéfaction, c'est un mec adorable. Mais bon, quand j'ai fait la proposition et j'ai préparé le cours sur la géopolitique du Proche-Orient, je les voyais, j'avais 40 inscrits. Et j'ai vu, après 7 octobre, personne ne me dit bonjour, ni au revoir, ni rien. J'ai dit, vous ne croyez pas que je vais me peler un cours sur la géopolitique du Proche-Orient, dire du mal des Arabes et tout, alors que bon, bref. Et là, il y a un général qui est conseiller municipal à Albi et qui est aussi à la communauté de communes, donc une figure importante de la vie politique. Il est général, ça m'échappe totalement. Il est allé en Israël pour la première fois il y a 4 mois. Il a rendu compte de son voyage dans un journal dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle le Tarn Libre, qui ouais, existe depuis la Libération. Un article totalement pro-israélien, mais vraiment, disant que il a vu la situation, le Hamas c'est des barbares et tout ça, dans un journal du coin qui sert à envelopper le poisson et tout ça. Et ils ont décidé de lui permettre de faire une conférence. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont été extrêmement hardis. Parce ouais. qu'une conférence publique sur ce sujet, ils ont changé le titre. Impasse dans le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas le sujet. En tout cas, ce n'est pas le sujet de l'article. Et ils ont fait appel à la gendarmerie, à la police pour protéger tout le monde. Et dans la présentation, et donc ça a lieu le 3, c'est gratuit. Ce mec est génial, enfin génial parce que c'est un militaire. Et puis là, il le fait avec simplicité et pour nous, c'est un grand courage. Mais la présentation va être extrêmement neutre. Mm. Est-ce qu'il y a un espoir de paix au Proche-Orient? Ouais. Bon, si je ne connaissais pas les gens je ne vais pas écouter les conférences sur un espoir de paix au Proche-Orient. Franchement, on a autre chose à faire, toi, je veux dire. Enfin, donc, si vous avez du temps, Non, c'est il y en aura pas. Le 3 avril Bon. à Albi. Mais toi, en tout cas, on te retrouve le 10 avril. Voilà, tout Et à fait. voilà. Passez une bonne soirée. Merci d'être merci resté. Merci pour beaucoup, toi. Maurice. Merci à toi. À bientôt. Au Merci, revoir. merci à Au tous. Au revoir. revoir.